Salutations chers disciples d'Aran et bienvenue dans notre 50e review consacrée à l'anime Daino Daiboken. Cet épisode intitulé Le Commando des Carnassiers a été diffusé le 25 septembre 2021 et couvre la fin du combat entre coteries, mais principalement l'excursion de notre bon gros rat préféré avec son bataillon sur les mortes-terres, et enfin le retour en action du Chevalier Dragon. Il adapte les événements du début du chapitre 177 jusqu'à la moitié du chapitre 181, terminant ainsi le tome 19 du manga et démarrant par la même occasion le 20e. Encore une fois, l'épisode est sous-traité par le studio Voln et Maru Animation, d'où le nombre important de noms coréens dans les crédits. Nous retrouvons Kayonaka Yamada à la réalisation et Satoshi Nishimura qui lui réalise un superbe storyboard. La direction de l'animation est assurée par Mika Takahashi et la supervision par Naoko Yamaoka. Shuichiro Manabe est de retour à la supervision des scènes d'action. Il n'avait plus été présent depuis l'épisode 44 et n'est plus régulièrement à ce poste depuis l'épisode 37. Vous pouvez imaginer ce que la Toei le réserve pour les prochains épisodes, quand on passera aux choses sérieuses. Dernière chose, il est amusant de noter que ces 5 personnes avaient exactement le même poste sur l'épisode 33. Il est temps d'analyser cet épisode 50 qui nous propose de bien belles choses et un très gros rat. Allez, c'est parti! L'épisode débute tandis que Crocodile félicite Pop pour son nouveau sort qui semble avoir décimé l'ensemble de la garde d'Adlar. La réaction du match fait plaisir à voir, et la connivence entre les anciens ennemis reprend bien la case d'origine. Après tout, cette réussite est un vrai travail d'équipe, car sans la nouvelle technique du roi des carnassiers, Pop n'aurait pas pu réussir cette attaque. On pourrait d'ailleurs constater que notre cher Croco a pulvérisé ses 2 épaulettes en utilisant son coup spécial, ça va commencer à faire cher en réparation d'armure tout ça. La joie de l'équipe est malheureusement de courte durée, et c'est évidemment Yunkel et son intelligence supérieure qui comprend que quelque chose ne tourne pas rond. Malheureusement pour la coterie, leurs ennemis d'Orichalque se relèvent en sortant de terre. La scène est splendide et reprend parfaitement un des plans clés du chapitre. Dans le manga, Pop avait un visage plus fermé que dans cette adaptation, où sa surprise est plus marquée. La garde d'Adlar a pu s'en sortir grâce au sacrifice de Block, qui a utilisé tout son poids pour mettre à l'abri ses alliés. Et son dos est sévèrement endommagé, et il est hors d'état de nuire. Pour une fois, l'anime reprend la mise en scène sous forme de fond noir du manga, lorsque Pop mentionne le courage et la détermination de la tour. Malgré l'échec de leur stratégie, Dai réussit à remonter le moral des troupes avec un discours dont seuls les héros de Shonen ont le secret. Après tout, l'équipe est au complet, et rien ne saurait résister à leur collaboration. Ce ne sera pourtant pas aussi simple, car Sigma dispose toujours du miroir de Char. En effet, même si le cavalier a perdu son bras gauche, son bouclier est un artefact légendaire et ne fait pas partie de son corps. Le charisme de cet adversaire ressort bien durant cette scène et reprend avec efficacité le sourire plein d'assurance que l'on pourrait apprécier dans les planches correspondantes. Et il en va de même pour la réaction de notre pauvre Pop, qui se prend un bon coup de pression. Im souhaite reprendre le combat, mais Albinas lui rappelle que la priorité est de soigner Block. Le pion semble pourtant prêt à défier les ordres de la reine, et nous avons droit à un plan superbe plein de détermination. Le pion a vraiment été touché dans son orgueil, mais est arrêté par l'intervention d'Adlar en personne. Son entrée est juste majestueuse, et reprend parfaitement la page dédiée à l'entrée du roi du mal. Et la musique n'est pas en reste, et nous propose des chœurs marquant l'aspect solennel de l'entrée d'Adlar qui terminait le chapitre 177 avec une grande classe. La mise en scène est de grande qualité, et c'est l'un des très bons points de l'épisode. Décidément, Adlar ne fera plus ricaner personne. Cette irruption remarquable n'a pourtant aucun effet sur le QI démesuré de notre beau gosse immortel. Il comprend immédiatement que cette image n'est qu'une illusion envoyée grâce au pouvoir magique d'Adlar. Et il le prouve en utilisant de ses boomerangs qui traversent l'hologramme. Adlar révèle alors que sa garde personnelle est intervenue parce que les humains prévoyaient d'envahir les mortes-terres. Ces soldats sont donc venus faire du tri, et seuls ceux qui sont encore debout sont assez dignes de fouler les terres du QG des armées du mal. Cela met donc hors jeu les finalistes du tournoi de Rumos qui étaient présents, mais aussi le héros du Nord. Le roi du mal quitte les lieux après un superbe plan sur son visage, tandis qu'Albinas provoque la coterie en leur rappelant que la garde sera là pour les accueillir. On pourrait d'ailleurs remarquer que le visage de la reine n'est pas aussi confiant et posé que dans le manga. C'est l'un des personnages dont le design ne reprend pas tout à fait les planches. Heureusement, Saseyu Yukari Tamura est incroyable dans ce rôle, et permet au personnage d'exprimer tout son caractère. Les soldats d'Orichalque se téléportent vers leur QG à l'exception de Im, qui envoie un défi à Yunkel, et jure de se venger comme il se doit pour son affront. Il quitte alors à son tour les lieux. Et cette scène est peut-être l'une des faiblesses de l'épisode. Le visage de BG immortel et du pion était beaucoup plus travaillé et charismatique dans le manga, là où cette scène est assez anecdotique dans cette adaptation. Et Pop semble vouloir rattraper encore une fois ses ennemis, mais Dai lui fait reprendre raison.
Après tout, il y a beaucoup de monde à soigner. D'ailleurs, dans cette adaptation, Mam demande au magicien de ramener Léona et les 3 sages de Papnica sur les lieux, ce qui est une demande inédite au manga. Et c'est une très bonne idée d'avoir ajouté cette requête, car cela permet de mieux fluidifier les scènes suivantes. On se retrouve alors du côté du QG de l'armée du mal. Albinas demande à Adlar de réparer les soldats endommagés de l'équipe. Et le roi du mal ne manque pas de soulever que leurs dégâts sont plus importants que prévu. Il fait d'ailleurs remarquer à sa reine qu'elle a aussi besoin de soins, ce qui n'apparaît pas dans le manga. Le pion semble satisfait du niveau de ses adversaires, ce qui fait sourire Adlar. Dans le manga, on pouvait observer de face la réaction du visage du roi du mal, tandis qu'ici un plan de dos a été choisi. L'archifiélon indique qu'il a demandé à Fenbren de se rendre à la surface car un rat a été détecté sur l'île. A la base, Adlar disait qu'il avait envoyé Fenbren en case KB7. Et Alvinas indiquait qu'il s'agissait d'une des plages du sud des Mortes-Terres. La géographie de l'île était ainsi matérialisée par un jeu d'échecs. C'est bien dommage d'avoir retiré cette partie, ça mettait bien en avant la nature première des pièces de la garde d'Adlar, ainsi que le côté stratégique de ses décisions, comme aux échecs. Pendant ce temps, sur les Mortes-Terres, on retrouve Chiu. Nous avons évidemment droit à son thème musical en fond. On peut tout de suite s'apercevoir qu'il a pu recruter un nouvel élément dans son armée, tandis que dans le manga, il fallait attendre quelques pages. De plus, Chiu indiquait que la bataille avait été très facile, mais un plan sur son dos nous prouvait le contraire. Son pansement a été conservé, mais le gag autour de sa prétention a été supprimé. Notre petit rat retrouve le bâton de Pop, et comme il n'a pas retrouvé l'entrée du QG de l'armée du mal sur Terre, ils ont conclu qu'elle devrait être sous l'eau. Et malheureusement pour lui, il a vu juste, il avait une bonne intuition. Fenbren débarque devant lui, et il ne peut pas le laisser la vie sauve. Le plan sur le fou est juste incroyable, et on peut déjà comprendre à son regard qu'il fait honneur à sa pièce d'échecs. C'est sur cette apparition que se concluait le tome 19 du manga, avec une page vraiment superbe qui nous faisait redouter le pire pour notre pauvre petit rongeur. Durant ce laps de temps, Marinette le gluant marin découvre la porte d'entrée sous l'eau du palais du mal. La mise en scène est sympathique, avec une musique sinistre qui accompagne cette découverte. Un soin particulier a été pris pour adapter le retour du gluant marin et de ses petits sauts tout mignons. La petite créature révèle alors sa trouvaille à Chiu, tandis que Fenbren confirme qu'il s'agit bien de la porte du Vern Palace, dans lequel Vern réside. Le fou est parfaitement bien représenté, et ses plans aussi magnifiques que fidèles, et ce n'est que le début. Après un rapide coup d'œil à ses soldats, Chiu monte sur le dos de Papy, et s'envole avec une animation réussie pour avertir le reste de la troupe. Notre rongeur traite d'imbécile Fenbren, car il a tout révélé, mais il ne comprend pas encore ce qu'il attend. D'ailleurs, nous aussi on n'est pas prêts pour ce qui va suivre. Le fou utilise alors le sort Baggy pour empêcher Chiu de s'enfuir, dans une animation magnifique faisant honneur au manga. Il lui indique alors que le portail légendaire sous l'eau n'a pas été ouvert depuis des siècles, et que les créatures du mal utilisent uniquement l'Ura pour en sortir. Pas même un chevalier dragon ne saurait détruire cette porte secrète. Sur ces paroles, il condamne à mort notre petit rat préféré. Les yeux de Fenbren prennent alors une teinte rouge, et le design est franchement magnifique. Tout l'épisode va alors se transformer en un vibrant hommage de ce terrible adversaire. Les coups sont fluides, et malgré tout son courage, Chiu ne peut rien faire contre le fou, même en utilisant son Kyuso Kulu-Kuluken. Et oui, le corps de Fenbren est tel une lame de rasoir, et tout coup au corps à corps endommage irrémédiablement ceux qui tentent de s'y frotter. Et très belle surprise, aucune censure n'a été appliquée ici, probablement en raison de la couleur du sang des monstres. Cela permet de renforcer la dimension dangereuse de cet affrontement, et d'offrir une grande fidélité au combat. Le thème de Chiu est alors modifié pour se transformer en une mélodie héroïque, tandis que le rongeur refuse de s'avouer vaincu. Ses soldats sont si fiers de lui qu'ils en ont les yeux qui brillent. Ici, tout est vraiment fait pour être ultra fidèle, jusqu'à la pose de Chiu le poing serré. Mais Fenbren avoue alors être différent des autres soldats d'Orichalque, et qu'il est d'une cruauté sans pareille. Le plan est vraiment splendide, et le regard du fou fait vraiment froid dans le dos. La page du manga était déjà très réussie, mais l'équipe s'est offert le luxe de la sublimer. Toute l'attention du manga a été retranscrite dans cet épisode, c'est du super boulot. De retour du côté de Port de Sababa avec la coterie qui essaye tant bien de mal de s'occuper des survivants. Quelques modifications ont été opérées. Par exemple, on ne voit plus Valoria, qui était à l'origine plaquée contre un mur. On ne saura donc pas ce que l'anime avait prévu sur son destin. Est-il vivant ou non? C'est difficile à dire. Et plusieurs cases humoristiques ont été aussi retirées. Par exemple, quand Gomez annonce à Hakim que ses soldats avaient été les premiers à se faire massacrer. Le commandant cherchait alors sa troupe sous les décombres. C'est plutôt une bonne chose d'avoir supprimé ces quelques moments, il n'y avait vraiment pas de quoi rire. Quant à Calimero, je voulais dire Nova, il s'apitoie sur son sort. Mam lui déglingue la main pour qu'il se lève, afin de lui montrer qu'il tient encore debout et qu'il peut être utile. La réaction hilarante de Nova était bien adaptée.
En revanche, le visage de Mam tranche pas mal avec la planche de base. C'était bien plus esthétique dans le manga. Enfin, Crocodile, Nuncle et Pop décident d'aller chercher Chew sur les mortes terres. Notons la pointe de regret de notre Croco qui regrette de lui avoir donné la flûte des carnassiers. Pop promet à la princesse qu'ils reviendront dès que leur mission sera terminée et qu'il ne répétera pas 2 fois la même erreur. A la base, le clin d'œil du magicien était accompagné d'une petite étoile et la princesse rigolait avec un fond particulier, dans la plus pure tradition des planches d'Inada. Mais bon, en attendant, notre petit rat se fait littéralement charcuter par Fenbren. Le fou enfonce sa main dans le corps de Chew qui tente tant bien que mal de rassurer ses soldats. Les traits du rongeur sont d'une grande fidélité, la scène est superbe. Et pour rester dans la continuité, aucune censure n'est présente, que cela soit dans l'utilisation du sang ou dans les expressions du visage de Chew souffrant le martyre. Gomé assiste impuissant à la scène, les larmes aux yeux, mais reprend courage et s'entoure d'une aura dorée mystérieuse. A la base, dans le manga, la créature avait un flashback de ce que lui avait dit Chew, à savoir qu'il devra se battre pour protéger son chef. Cela explique pourquoi il trouve le courage d'attaquer Fenbren. Et contre toute attente, Gomé va réussir à endommager le corps d'oricalque du fou. Cette scène conclut le chapitre 180 du manga. La mise en scène de cette attaque est réussie et dynamique, avec une musique entraînante d'habitude réservée à Dai. Bon, si on voulait être un peu tatillon, on regretterait de ne pas avoir droit au visage bien badass de Gomé avant de s'évanouir comme c'est le cas dans le manga. Mais on va vraiment pas bouder notre plaisir, l'équipe a fait un excellent travail. Fenbren de son côté est totalement pantois et ne comprend pas comment son corps invincible a pu être endommagé par un simple gluant. Il rentre alors dans une colère noire et se précipite sur Gomé pour le trancher en 2. Chew et ses soldats utilisent leur propre corps pour servir de bouclier à notre petite mascotte, qui est encore dans les vapes on le rappelle. Et notre petit rat tient bon malgré une douleur insoutenable. Et alors que l'on pense que Fenbren va l'embrocher, son visage est transpercé par une épée. Le plan est sublime, avec des effets de lumière très esthétiques et un plan qui reprend avec exactitude le matériel d'origine. Une voix de daron moustachu sûre de lui retentit alors, et on peut évidemment reconnaître celle de Baran. Le thème musical qui l'accompagne est doux, malgré la fureur de son attaque. Et ses mots touchent juste. Y a-t-il plus triste spectacle de s'en prendre à plus faible que soi? Fenbren se téléporte pour échapper au père de Dai, et l'épisode se termine avec un magnifique plan de Baran. Dans le manga, on ne voyait pas son visage, on savait évidemment que c'était lui, mais il n'apparaissait qu'en tant qu'ombre. En nous montrant le visage de Baran, toujours aussi classe mais plus doux qu'avant, l'anime nous donnerait-il un indice sur la suite de l'aventure? Et nous verrons tout cela ensemble bien évidemment la semaine prochaine. Cet épisode est vraiment incroyablement efficace, et on n'attendait pas à ce niveau. Nous n'avons pas grand chose à redire, l'épisode est homogène, et l'action s'enchaîne avec une grande aisance. La cruauté de Fenbren est très bien retranscrite. Nous pouvions craindre des censures, mais au final c'est avec un grand soulagement que nous ressortons de cet épisode. Chew tient magnifiquement son rôle de nouveau roi des carnassiers. Cet épisode fait vraiment plaisir pour ce personnage. L'arrivée de Baran était évidemment très attendue par les connaisseurs du manga, et c'est avec une belle stupéfaction que nous avons eu le droit de voir son visage, contrairement aux planches d'origine. Enfin, les nouvelles musiques de Yuki Hayashi ont été très bien insérées, et l'on retient particulièrement les chœurs durant l'apparition d'Adlar, et la douce mélodie avec l'arrivée du Chevalier Dragon. Ce fut donc un excellent épisode de notre côté. Et du vôtre, qu'avez-vous pensé? Cette 50e review est désormais terminée, nous espérons que vous l'avez appréciée. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous donner le courage de continuer. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que de nous rejoindre sur notre Discord, dont les liens sont évidemment en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan, et à la semaine prochaine!